C'est le Grand Prix le plus célèbre au monde, un joyau de l'automobile mondiale, Monaco. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui au plus mythique des circuits, celui de Monte-Carlo. C'est au cœur de la principauté de Monaco que se tient depuis 1950, si l'on accepte de 1951 à 54 et 2020, le plus fameux meeting de la saison. Épreuve phare du championnat, la Manche monégasque se démarque aussi en étant le lieu du showbiz, du glamour et du luxe. Situé sur la Côte d'Azur, le circuit n'a que très peu changé, l'apparition de chicanes servant principalement à ralentir les voitures sur ces routes sinueuses. Au fil des années, la piste s'est cependant rétrécie avec l'apparition des rails de sécurité et des barrières absorbeurs de choc, mais pour autant, certains des plus célèbres virages de la saison sont encore et toujours là. Saint-Dévote, Massenet, le casino, Mirabeau, l'épingle du Grand Hôtel, la chicane du port, sans oublier le fameux tunnel ou les S de la piscine, que de noms mythiques pour un circuit qui l'est tout autant. Placé dans les premières épreuves européennes, le Grand Prix de Monaco reste un événement immanquable pour le petit monde de la Formule 1. Circuit très exigu où dépasser demande courage et audace, il nous a souvent offert des courses à suspense où la moindre erreur se paye cash. Des erreurs, tous les pilotes en ont au moins fait une dans leur carrière. Que ce soit Prost, Senna, Michael Schumacher, Alonso, Hamilton, Vettel ou Verstappen, les grands champions de ce sport ont tous tapé le rail. Des rails, il n'y en a pas toujours eu à Monaco, ce qui aurait peut-être permis à Ascari d'éviter une spectaculaire cabriole en 1955. En effet, à la sortie du tunnel, l'Italien glissa sur une flaque d'huile, effectua un tête-à-queue et s'envola dans le port de Monaco. L'Italien est indemne, mais malheureusement, il se tua quelques jours plus tard à Monza. Mais ce n'est pas le seul pilote à avoir connu cette mésaventure, car en 1965, Hawkins effectua la même pirouette, s'en sortant également sans le moindre souci. Le Grand Prix de Monaco est connu pour ne pardonner aucun travers. Les accidents sont donc très nombreux. L'un des plus impressionnants est aussi l'un des moins connus, surtout auprès de la jeune génération. En 1950, une vague, et oui, ça s'invente pas, arrose la piste au virage du bureau de tabac, provoquant un invraisemblable carambolage impliquant 9 voitures. En 1967, l'Italien Bandini perd le contrôle de sa Ferrari à la chicane du port. La monoplace rouge s'embrase immédiatement, piégeant le malheureux pilote qui décédera quelques jours plus tard de ses blessures. Au départ de l'édition 1980, la Tyrrell de Daly s'envole et emporte avec elle Prost, Jarier et Giacometti. En 1982, le final le plus rocambolesque de l'histoire vit Patrese s'imposer après 5 changements de leader en moins de 2 tours. En effet, Prost, alors en tête, écrase sa Renault dans les barrières, surpris par la pluie soudaine. Patrese s'empare alors de la tête, mais dans l'épingle, c'est le tête-à-queue. Pironi empoche donc la première place, mais tombe en panne d'essence dans le dernier tour. Derrière, Daly puis De Cesaris récupèrent la première place, mais tombent à leur tour en panne à quelques encablures du drapeau Adami. Patrese reprend donc la tête et finit par s'adjuger cette victoire mémorable, lui qui aura tant bien que mal réussi à redémarrer son moteur Ford Cosworth. En 1970, c'est Rindt qui fut l'acteur d'un finish incroyable. Brabham, alors leader incontesté, commet l'irréparable en se crachant dans le dernier virage du dernier tour, offrant donc la victoire à l'Autrichien sur sa Lotus. En 1988, c'est Senna qui réalise l'erreur de trop. Avec plus de 50 secondes de marge sur son grand rival français, le Brésilien tape le rail avant le tunnel, laissant la porte grande ouverte pour Prost. En 1985, un effroyable accident comprenant Piquet et Patrese voit les deux bolides tournoyer dans la ligne droite des stands en flammes. L'année suivante, Tambay effectue une cabriole dans le virage de Mirabeau en harponnant Brundle. Plus de peur que de mal pour les pilotes et commissaires jonchés à cet endroit, propice aux accrochages. C'est la même qu'en 2005, Albers bloqua littéralement la circulation avec sa Minardi, une manœuvre imitée par De La Rosa et Button 5 ans auparavant dans l'épingle du Grand Hôtel. Ce virage, l'un des plus iconiques du calendrier, est aussi le plus lent et le plus serré de toute la saison. En 2004, le moteur de Sato casse rapidement et provoque un énorme nuage de fumée, empêchant toute visibilité, ce que remarqua bien trop tard Fisichella. L'Italien, qui ne vit pas le subir ralentissement, percuta Coulthard et posa sa voiture tête à l'envers contre les barrières au virage du bureau de tabac. C'est en ce même virage qu'en 2013, Maldonado, alors dépassé par Bianchi, décolla et arracha le mur de protection. La course fut interrompue, le temps de reconstruire ce qui avait été détruit. Des barrières bien amochées en 2022 après la violente sortie de piste de Mick Schumacher et sa Haas coupée en deux à la piscine. En 2024, c'est dans la montée de Saint-Dévote que le carnage éclata, emportant les deux Haas et surtout la Red Bull de Pérez, totalement déchiquetée. Le Mexicain qui aura connu un sérieux pépin en 2011 lors des qualifications, en frappant violemment les rails en sortie de tunnel, la même où Button avait perdu le contrôle de sa barre Honda en 2003.
Le Britannique qui fait une dernière apparition surprise en 2017 en remplacement d'un Alonso trop occupé à Indianapolis. Sa course n'aura rien d'une grande révérence, lui qui se contentera d'accrocher la Sauber de Wehrlein, le pauvre Allemand se retrouvant bloqué sur le côté, le casque contre les barrières. La liste des incidents et accidents est probablement plus longue que sur tous les autres circuits, alors rien d'étonnant à ce que le nombre de participants soit très souvent faible à l'arrivée, du moins lorsque les pilotes attaquaient. Si le circuit de Monaco est si atypique, c'est pour sa grande difficulté à tenir la distance. Auparavant disputé sur 100 tours, il est aujourd'hui réduit à 78 boucles, si le temps le permet. C'est d'ailleurs la seule manche de la saison où la règle des 300 km de course n'est pas respectée. Mais dans les rues de la Principauté, bien malin sera celui qui trouvera une belle opportunité de dépassement. Cette grande difficulté, voire impossibilité, oblige les pilotes à bien se placer sur la grille pour pouvoir arriver en bonne position. Cependant, certaines éditions nous ont valu de belles remontées, à commencer par l'inoubliable 1996. Cette année-là, une incroyable hécatombe permet à Panis, parti 14e, de s'imposer. Sur sa modeste Ligier, le Français voit Schumacher, Villeneuve, Hill et bien d'autres renoncer à tour de rôle sur cette piste détrempée et piégeuse. Après le cruel retrait d'Alési à quelques boucles du but, le Français mène la danse avec un Coulthard étonnamment affublé du casque du Kaiser, très présent dans ses échappements. Dans les tout derniers instants, alors que 7 voitures évoluent encore en piste, un invraisemblable carambolage implique Hakkinen, Irvine et Salo. Puis c'est au tour de Frentzen de mettre pied à terre au garage Sauber dans le pénultième passage. Avec 3 monoplaces sous le drapeau à damier, ce Grand Prix totalement fou restera historique en tout cas. 8 ans plus tard, même carnage. Les accidents s'enchaînent, y compris pour les grands champions que sont Michael Schumacher et Alonso, tous deux pris au piège du tunnel. Ce jour-là, c'est un Trulli opportuniste qui s'impose, son seul et unique succès en Formule 1. En 2006, après avoir provoqué un drapeau jaune pour s'adjuger la pole, le septuple champion allemand est déclassé et contraint de s'élancer depuis la dernière place. Le lendemain, il effectua une course splendide remontant de la 22e à la 5e place. 4 ans plus tard, c'est Alonso qui est piégé, détruisant sa Ferrari lors des essais. Ne pouvant prendre part aux qualifications, il s'élancera 24e mais termina 6e sur ce qui reste la plus grande remontée à Monaco. Ce circuit est aussi le lieu de plusieurs premières fois. C'est ici que Ferrari, Lotus, Jaguar, Stewart ou encore Red Bull décrochèrent leur tout premier podium en Formule 1. C'est aussi ici que fut arrachée la première victoire française, en 1955, par Trintignant, mais aussi l'une des dernières à ce jour par Panis en 96, tout comme celle de Beltoise en 72 ou de Paillet en 78. En 1993, Senna récolta sa 5e coupe de vainqueur consécutive à Monte-Carlo, la 6e à son palmarès personnel. Le Pauliste aurait pu en afficher une 7e en 1984, pensant avoir dépassé Prost sous une pluie diluvienne. Malheureusement pour lui, la course fut stoppée un tour trop tôt, ce qui le classera finalement 2e. 30 ans plus tard, c'est le Niçois Bianchi qui réalisa l'exploit de terminer dans les points avec sa modeste Marussia, une performance très remarquée et acclamée par tout le paddock. En 2021, le monégasque Leclerc réalise une belle pole position avant d'écraser sa Ferrari dans les barrières. Touché au niveau de la transmission, l'Italienne ne pourra cependant pas prendre le départ, un désastre pour le local de l'étape. Un monégasque qui renversera la tendance en 2024 avec une pole position, puis une victoire amplement méritée lors d'un Grand Prix particulièrement soporifique. Quelques années auparavant, c'est Ricciardo qui vint le signe indien en l'emportant, un an après sa cruelle défaite dans les stands en 2016. Enfin, attardons-nous sur le côté glamour du circuit. Chaque édition voit le déferlement de stars internationales, du bling-bling à l'extrême, du luxe à perte de vue, bref, un monde principe. Les pilotes y jouent souvent le jeu, que ce soit avec des casques personnalisés ou des défilés de mode, et du côté des équipes, la tendance va dans le même sens. En 2004, Jaguar arborait un diamant brut dans le museau de ses R5, mais à la fin du premier tour, Klein tape le mur et perd son élan. Bizarrement, la pierre précieuse ne sera jamais retrouvée. L'année suivante, Red Bull fait la promotion d'un film Star Wars et pour l'occasion, les mécaniciens enfilent les costumes de Stormtrooper et de Dark Vador pour les ravitaillements. Des habits qui seront ceux de Superman l'année suivante et cette fois-ci la réussite sera de leur côté puisque Coulthard décrocha la 3e place, prenant fièrement place sur le podium avec sa cape dans le dos. En 2019, après l'annonce du décès de Lauda, l'équipe Mercedes décide d'arborer un halo rouge sur ses monoplaces pour rendre hommage aux champions autrichiens. Une idée que reprendra McLaren en 2024 en parant leur monture de jaune, vert et bleu, cette fois-ci pour honorer Senna. Le team de Woking qui part à ses machines de l'iconique livrée bleu et orange du pétrolier Gulf en 2021 pour un rendu des plus sensationnels. La manche monégasque est toujours très attendue par le paddock entier, où les courses nous apportent souvent de grosses surprises ainsi que des luttes à suspense.
Malheureusement, le mythe se perd année après année, les dépassements étant impossibles aux kamikazes. L'apparition de voitures encore plus larges et plus longues n'améliore pas la chose, et le manque de spectacle en piste nuit gravement à l'attrait des spectateurs. Reste que, pour ce qui est des qualifications, l'action est toujours au rendez-vous. Si le circuit de Monaco devait se résumer en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'il a été présent au calendrier de la Formule 1 en 1950, de 1955 à 2019, puis de 2021 à aujourd'hui. Les pilotes doivent courir 78 tours de cette piste de 3,337 km, dont le meilleur tour en qualification a été établi en 2019 par Lewis Hamilton en 1 minute 10 secondes et 166 millièmes, alors que le meilleur tour en course a été réalisé en 2020 par Hamilton en 1 minute 12 secondes et 909 millièmes. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet Un œil dans le rétro 1.wixsite.com/un œil dans le rétro, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.